Député maire de Tia-Salé, l'honorable Assalé Tiomoko dérange, questionne, mais ne courbe pas les chines. Fondateur de l'ADC, entendez aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, il bouscule les blocs traditionnels du pouvoir et de l'opposition pour, dit-il, construire une société. Entre candidature, réforme électorale, décentralisation, justice, menaces, solitude politique et ambition nationale, il répond sans détour à voix haute. Honorable Assalé Tiomoko, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Le président du PDCI RDA, Thiam, vient d'être radié de la liste électorale à la suite d'une décision de justice. Quel est votre commentaire? Je pense que c'est une décision qui est regrettable parce qu'encore une fois, elle vient pour jeter une sorte de chape de plomb sur le processus électoral avec plusieurs poids lourds de la politique ivoirienne qui finalement se retrouvent en dehors du jeu. Après le président Laurent Gbagbo, après l'ancien premier ministre Soro Diom, après Charles Blé Goudé, et maintenant c'est le président du PDCI, le président Thiam. Et donc, j'allais dire, c'est une quatrième décision qui vient s'ajouter à l'atmosphère qui commence déjà à se tendre à l'approche de cette élection présidentielle. Et donc, c'est une décision qu'on peut déplorer, qu'on peut regretter, parce que nous pensons qu'il n'appartient pas à la justice de décider qui doit être candidat au niveau du contentieux. Alors, je ne connais pas en profondeur les éléments qui ont permis de prendre cette décision, mais ce que je sais, c'est que moi-même, en tant qu'acteur politique et en tant qu'élu d'une collectivité, il y a 2 ans de cela, j'avais poursuivi des individus pour s'être frauduleusement inscrits sur la liste électorale à partir de documents de nationalité qu'ils avaient obtenus sans en avoir le droit. Au niveau du contentieux sur cette liste-là, à la CEI n'avait pas traité ma requête au point où j'avais saisi le juge du juge électoral pour faire radier ces individus que je soupçonnais d'avoir fraudé sur la nationalité ivoirienne. Le juge avait estimé qu'au niveau du contentieux, réclamer qu'on radie quelqu'un de la liste au motif qu'il ne serait pas ivoirien serait lui dénier sa nationalité. Or, ce n'est pas l'objet du contentieux. Et par conséquent, il m'avait débouté, j'allais dire, à juste droit. Alors, je m'interroge ici, pour le cas de Thiam également, le juge avait compétence pour décider au niveau du contentieux si cette décision pouvait être prise à son niveau, plutôt que d'aller au niveau du procureur pour vérifier si M. Thiam est vraiment ivoirien. Et donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Ce que je dis, c'est que je regrette cette décision et que c'est au peuple de choisir ses dirigeants et cela se fait dans les urnes. Qu'aucun artifice ne soit utilisé pour écarter les uns les autres. Mais en même temps, c'est une décision qui est rendue, elle est sans recours. On ne peut que la déplorer sans pouvoir faire autre chose. Et donc, M. Thiam estime que c'est injuste et qu'il doit se battre pour obtenir justice. On ne peut que l'encourager à utiliser toutes les voies, peut-être en dehors de cette procédure-là, qui lui permettrait de se retrouver sur la liste et donc de candidater en octobre prochain. Face à cette situation délétère, serez-vous candidat pour les élections présidentielles de 2025? Je n'ai pas de réponse simplement à cette question. Il y a toute une dynamique qu'il faut mettre en place d'abord au niveau du mouvement que j'ai créé avant de prendre une telle décision. Mais dans tous les cas de figure, nous l'avons déjà dit, pour cette élection présidentielle, ADCI, le mouvement que j'ai créé, aura ce mot à dire. Est-ce que ça sera en tant qu'acteur ou bien participant à cette élection ou bien en tant qu'acteur à l'extérieur, on prendra la décision dans les jours qui viennent. En tant que journaliste d'investigation, vous êtes devenu aujourd'hui député maire de Tia-Salé. Qu'est-ce qui a motivé donc votre entrée en politique? Écoutez, un journaliste d'investigation, sa vocation, c'est d'enquêter, notamment sur les questions de gouvernance et de mettre à la disposition des populations des informations documentées pour que les populations aient la possibilité de prendre des décisions sur la base de ces vraies informations. Et donc d'amener aussi les acteurs publics à prendre des décisions par rapport à la correction des faits de mauvaise gouvernance. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai créé le journal que je dirige encore aujourd'hui, en 2011, Les Éléphants Déchaînés. Et donc nous avons investigué, nous avons révélé beaucoup de choses. Ailleurs dans des pays de grande démocratie, quand les journalistes révèlent des faits de mauvaise gouvernance, automatiquement il y a des suites judiciaires. Ici, le constat que nous avons fait, c'est que tout ce que nous avons révélé, y compris parfois au péril de notre vie,
ne provoquait de l'émotion que le temps de la lecture. Quand les gens ont fini de lire l'article, bon, après ils déposent ça. Alors que pour produire un tel article, on a pris des risques. Et donc, devant cette frustration de l'absence de réponse de l'autorité qui décide, j'ai estimé que il me fallait une autre voie à cette voie des journalistes-là pour être plus efficace dans la dénonciation. Et donc, c'est cela qui m'a poussé à me présenter en tant que député candidat à l'élection législative, pour pouvoir avoir la possibilité d'aller au Parlement, et cette fois-ci parlant au nom du peuple de Côte d'Ivoire, de me prononcer sur les questions qui touchent à la gouvernance et donc de participer à la critique de l'action politique, à la critique de l'action du gouvernement. Donc voilà, c'est ce qui a motivé ma volonté de m'engager en politique. Au-delà de cela, un journaliste étant au service d'une société, le député aussi, ou l'élu aussi, est au service d'une communauté. Et donc, ma vocation est de servir les Ivoiriens, de me battre pour que ce qui leur revient de droit leur soit reconnu, pour que les injustices qui sont commises soient dénoncées et que des solutions soient apportées. Ça, c'est mon ADN profond. Et donc, c'est tout ça qui a concouru à mon engagement en politique. Et depuis, je mène ce combat-là maintenant depuis 6 ans. Mais pourquoi vous avez choisi la structure de mouvement plutôt qu'un parti politique ordinaire, comme on le voit? Oui, je pense que il y a à peu près 180 partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a que 3 ou 4 qui ont, j'allais dire, pions sur rue, dont on parle au quotidien, qui sont depuis une quarantaine d'années, qui régissent notre vie, qui nous conduisent non pas au bonheur, mais très souvent au malheur. Et donc, on a estimé que nous faisons partie de ce qu'on appelle la nouvelle génération d'acteurs politiques qui arrivent. Et que nous devons réinventer la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire, avec des appareils qui ne sont pas classiques, des appareils qui ne sont pas les appareils anciens qui ont déjà, par leur façon de faire, décrédibilisé le jeu démocratique. Et donc, on a voulu prendre d'abord la notion de mouvement, parce que le mouvement a des bases plus larges. Le mouvement, c'est un rassemblement de personnes qui portent des valeurs et qui décident de les mettre en commun pour obtenir des résultats. Et donc, il est ouvert à tous les citoyens. On peut être PPACI, PDCI, RADP, et puis appartenir au mouvement que nous avons créé. Parce que l'essence de notre mouvement, c'est de réinventer une nouvelle société, c'est que nous avons appelé la société de confiance, qui intéresse tous les citoyens, qui peuvent participer à la construction de cette société-là, sans forcément appartenir aux partis politiques classiques, qui sont rigides dans leur fonctionnement, qui ont des idéologies, et qui d'ailleurs ne suivent pas la vraie idéologie qu'ils prétendent défendre. Vous avez parlé de valeurs. Alors, que vise concrètement l'ADC? Ben, écoutez, les valeurs que nous portons sont essentielles. Nous sommes pour la justice. Nous ne sommes pas forcément pour l'égalité, parce que nous estimons que l'égalité est un projet, est une tendance vers, mais la justice est une réalité. Et que c'est une valeur essentielle qu'on doit porter. L'amour de son pays aussi est une valeur essentielle. Le patriotisme, pour nous, c'est une valeur essentielle. Même au-delà même du patriotisme, peut-être un peu de nationalisme est aussi une valeur essentielle qu'il faut que nous portions. Donc, la justice et le patriotisme sont des valeurs essentielles. Le respect de la valeur humaine. Nous considérons qu'on s'engage en politique pour servir une cause, pour servir une communauté, pour servir une société. Et cette société-là, elle est animée par des citoyens et des citoyennes. Et c'est pour eux qu'on s'engage. Donc, c'est une valeur essentielle pour nous. Au niveau des ADCI, se battre pour que la vie des gens s'améliore, se battre pour que ce qui leur revient soit reconnu, se battre pour que le système d'évaluation de l'accès aux emplois publics soit crédible. Quand je parle des concours, par exemple. Parce que une société qui ne donne pas confiance aux gens, c'est-à-dire qu'un enfant de paysan, un enfant de mécanicien, un enfant d'instituteur doit pouvoir avoir les mêmes rêves de réussite pour servir son pays qu'un enfant de médecin, un enfant de magistrat, un enfant même d'un ministre. Vous voyez, ce qui a abîmé un peu ce pays, c'est que la politique, depuis une trentaine d'années, a consisté à jeter les Ivoiriens les uns contre les autres. On a catégorisé les Ivoiriens, on a créé des frontières entre les régions, et la politique a été mise au service, non pas de l'ensemble des Ivoiriens, mais au service du clan, au service d'ethnie. Et tout ça a concouru à détruire ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune, qui est la construction d'une nation. Cela a été détruit. Et donc, ADCI vient avec cette notion de rassemblement de tous les Ivoiriens pour que nous posions d'abord État, nous posions d'abord société, nous posions d'abord nation, avant de parler des ethnies qui sont des éléments, et pas par rapport à la construction d'une nation. Et donc, c'est une valeur pour nous qui est essentielle. Rassembler les Ivoiriens. Au-delà de ça, la question que nous posons, c'est quel est le modèle de société que nous voulons bâtir, que nous voulons construire et que nous voulons laisser en héritage à nos enfants.
Est-ce que c'est une société qui donne à chacun la place qu'il lui faut, qui lui revient, la place qu'il mérite? Ou bien c'est une société dans laquelle les plus méritants sont assis à la maison, pendant que les médiocres sont au sommet? C'est des questions essentielles auxquelles nous essayons d'apporter des réponses avec ADCI. Donc, voilà les éléments qui nous poussent, ces jeunes gens qui sont avec moi, à nous mettre ensemble pour construire cette nouvelle dynamique-là qui va rassurer les Ivoiriens, qui va créer la confiance, d'abord entre les Ivoiriens et leurs acteurs politiques, parce que la politique telle qu'elle est faite en Côte d'Ivoire crée la méfiance entre les Ivoiriens, fait que les acteurs politiques eux-mêmes ne sont pas crédibles parce que tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite, et quand on les écoute expliquer les raisons pour lesquelles ils passent d'un point A à un point B, on a l'impression que le sentiment qui est au milieu, c'est des intérêts gastriques. Les gens ils cherchent à aller manger. Donc il n'y a pas de valeurs qu'on promeut. Alors que nous avons une jeunesse qui est là, 70% de la population est jeune, à moins de 35 ans, que nous devons bâtir, que nous devons construire pour que demain, elles prennent la relève. Mais les modèles qu'on leur envoie sont des faux modèles. Et donc, à ADCI, nous voulons reconstruire la confiance entre les peuples et ses dirigeants. Première chose. Mais reconstruire cette confiance-là, surtout entre le peuple et les institutions. Est-ce que les Ivoiriens ont confiance en leur justice? Est-ce qu'ils ont confiance en la commission électorale indépendante? Est-ce qu'ils ont confiance en leur parlement? Est-ce que les députés jouent le rôle pour lequel ils sont payés? Voilà les questions pour lesquelles nous sommes engagés. Donc, nous allons construire tout ça dans ce qu'on appelle la société de confiance et proposer un nouveau modèle aux Ivoiriens. Un nouveau modèle, mais il se trouve que vous êtes complètement absent au sein de la CAPSI, par exemple, et puis vous ne faites partie, en tout cas, d'aucune alliance. La CAPSI, c'est quoi? La coalition entre... Ah non. Vous n'avez aucune alliance politique. Vous êtes à l'écart, pourtant vous parlez d'union, de rassemblement. Non, ce n'est pas de cette union que nous parlons. Nous ne parlons pas des unions, des rassemblements partisans. Nous parlons des rassemblements qui concernent l'ensemble des Ivoiriens. Les partis politiques sont des groupements privés qui ont pour vocation à se battre pour conquérir un pouvoir d'État. Et c'est pas votre L'histoire nous enseigne depuis 30 ans que les rassemblements qui ont été faits n'étaient pas des rassemblements idéologiques ayant des bases de construction d'un modèle de société pour nous tous. C'était des rassemblements pour dégager un individu. Ça a été le cas en 1995, ça a été le cas en 2005 et ça va être le cas encore en 2025. C'est le même processus qu'on répète chaque fois pour des résultats qui sont sous nos yeux, qu'on connaît. C'est Einstein qui a dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. D'accord? Vous voyez, en 2020, par exemple, toute l'opposition aurait pu se rassembler pour avoir un candidat face au RHDP. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Ils sont allés de façon dispersée pour faire la place sur son pouvoir. Donc, le mouvement que vous évoquez, le rassemblement que vous évoquez, est un rassemblement pour obtenir un truc précis. Ils ont dit qu'ils voulaient la révision de la liste électorale, ils voulaient la réforme de la CEI, mais il faut qu'on aille au-delà de ces incantations, en quelque sorte. Moi, quand j'ai dit je veux la réforme de la CEI, je matérialise cela par des actions. J'ai déposé une proposition de loi où j'ai réécrit la CEI dont je rêve. Ça est au Parlement. Ceux dont vous parlez, ils ont des groupes parlementaires. Ils sont au Parlement. Mais qui viennent ensemble comme mènent le combat au Parlement. Et puis on va voir si le pouvoir est de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais on ne peut pas rester en dehors du Parlement et dire nous voulons telle réforme alors qu'on n'a pas encore matérialisé par un document qu'on peut étudier ensemble. Donc nous, ADCI, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement et nous ne voulons pas être catalogués dans des blocs étanches qui portent des vocations qui ne sont pas forcément pour les Ivoiriens. Alors donc pour 2025, quels sont vos objectifs concrètement? Je vais vous dire une chose. Depuis 2010, il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui ne sont plus déplacés par dans les urnes. Ils ne votent plus. Depuis 2010, il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui ne se sont plus déplacés par dans les urnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont complètement décroché par rapport au contexte qui est là, par rapport à la façon dont la politique est pratiquée, par rapport au modèle qu'on leur présente. Il faut que nous, ADCI, nous arrivions à remettre les Ivoiriens dans cette confiance-là et les pousser à aller voter. C'est un travail préalable d'abord à faire, dont nous devons nous assurer qu'ils portent avant que nous ne prenions des engagements pour 2025, qui est d'ailleurs dans 6 mois. Mais ce que je vais vous dire, c'est que... Les 4 millions 5 et demi d'Ivoiriens qui votent pas. Combien d'Ivoiriens qui votent? Sur 7,5 millions d'Ivoiriens qui votent, il y a 4,5 millions qui ne votent plus. Plus de la moitié. Voilà, plus de la moitié ne votent plus. Voilà. Et ça, c'est matériel, tout le monde le sait. Et donc, ces Ivoiriens-là, comment on les ramène dans la confiance dans le processus électoral? C'est un combat que nous voulons faire. Donc, pour que cela revienne, il faut proposer autre chose que ce qu'on sait aux Ivoiriens depuis 40 ans. Pour nous, c'est important. Au-delà de cela, pour 2025, il faut que vous compreniez que
nous sommes à la fin d'un cycle politique. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes à la fin. Ça a commencé en 1990, ça se termine en 2025. Que les grands acteurs, M. Bédié, père son âme, est déjà parti, que M. Gbagbo et M. Ouattara se retrouvent encore sur le ring pour une ultime bataille, cela ne met pas fin au projet de ce que nous sommes à la fin. Et donc, à partir du moment où nous sommes à la fin, quelle est la nouvelle dynamique qui se met en place? D'où ils viennent ces Ivoiriens-là qui vont prendre la relève après Ouattara, après Bédié, après Gbagbo? Nous estimons que ADCI fait partie de cette nouvelle dynamique qui arrive. Et donc, nous voulons déjà créer cette confiance avec les Ivoiriens. Et donc, c'est ce processus dans lequel nous sommes. Nous prenons notre temps, nous constituons une dynamique solide. Et puis bon, à l'approche des élections présidentielles, d'ici jusqu'au mois de juin, à l'affichage de la liste définitive de la CEI, de la liste électorale, en ce moment-là, nous serons mieux outillés pour prendre une position claire par rapport à octobre 2025. Vous êtes très actif donc dans vos prises de position citoyennes, mais en réalité, combien de membres revendiquent l'ADCI? L'ADCI a été créé le 2 juin 2024. Non, même pas encore un an. Nous avons maintenant 8-9 mois d'existence. D'accord? Aujourd'hui, ceux qui ont pris matériellement la carte ADCI depuis qu'on a fait le lancement le 23 novembre à Yamoussoukro, du 23 novembre à aujourd'hui, on a aujourd'hui autour de 10 000 personnes qui ont adhéré à ADCI. Nous sommes représentés sur les 31 régions, déjà dans 26 régions. ADCI est représenté dans 26 régions. Il n'y a pas un seul parti politique en Côte d'Ivoire qui a été créé, qui en moins d'un an a occupé autant d'espace, non seulement l'espace médiatique, mais aussi sur le terrain, avec des volontaires et des Ivoiriens qui, à travers le pays, se mobilisent sans même que nous ayons fait quoi que ce soit vers eux. Et donc, ça, c'est une dynamique qui est très positive, que nous allons continuer à intensifier pour que d'ici 2 ou 3 ans, ce mouvement politique-là soit un des mouvements essentiels pour porter la voix des Ivoiriens. De vous à moi, vous n'avez pas eu de difficultés à vous installer partout en Côte d'Ivoire? Non, nous pensons que ADCI porte un modèle qui recrée de l'espoir pour les Ivoiriens. Vous avez vu ce qu'on a fait à Yamoussoukro le 23 novembre? Après à peine 3 mois d'existence, c'est que le monde qui s'est déplacé à Yamoussoukro sans qu'on ait dépensé un rond. C'est les Ivoiriens qui ont pris leur cas de toute la Côte d'Ivoire qui sont venus à Yamoussoukro. On attendait 1500 personnes, on se retrouvait à 5000 personnes. Et donc, nous pensons que les Ivoiriens ont repris un peu espoir par rapport à cette nouvelle dynamique que nous portons. Et au-delà même de ça, les Ivoiriens aujourd'hui sont unanimes à dire, quel que soit le bord politique dans lequel ils sont, à dire qu'il y a un acteur politique en Côte d'Ivoire, un député de la nation, qui se bat vraiment pour la cause des gens et qui est vraiment engagé à défendre la justice dans ce pays-là. Et cet individu-là, c'est Saleh Tiemoko. Ça veut dire que l'ADCI prend en compte tous les partis. Hein. On peut être RHDP, on peut être PPACI, FPI, et puis on peut militer au sein de l'ADCI. Tout à fait. Et finalement, on votera pour qui? On suivra le mot d'ordre de qui? On votera pour une société nouvelle qui se met en place. On votera pour cela. Voilà. Les Ivoiriens, ils sont pas aussi, j'allais dire, incapables de comprendre les enjeux. Je pense que les Ivoiriens comprennent les enjeux. Le problème, c'est que c'est une dynamique politique qui a été mise en place depuis 30 ans et qui a la peau dure parce qu'on a jeté les Ivoiriens les uns contre les autres. Comment faire pour les rassembler autour d'un projet commun? C'est ce que nous essayons de faire au niveau d'ADCI. Alors, le RHDP estime aujourd'hui que tout va bien dans le pays. L'opposition dit que tout ne va pas bien. Vous vous situez à quel niveau? Nous considérons que la politique a une vertu. Il y a de la morale aussi dans la politique. Elle ne consiste pas à nier les évidences. Nous estimons qu'on ne peut pas gouverner ou faire la politique en dehors des réalités. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on peut considérer que tout ce qui est fait est négatif. À partir du moment où cela est fait avec l'argent public, il y a une appréciation objective à avoir. Et moi, je dis que depuis une quinzaine d'années, en matière infrastructurelle, en matière de réforme, des pas essentiels ont été faits. Moi, je suis d'un département qu'on appelle Tiassalé, je suis de l'Agnébi-Tiassa. Je considère par exemple que de 1960 jusqu'en 2021, dans mon département, il y avait moins de 5 centres de santé dans les villages. De 2021 à 2025, aujourd'hui, nous en avons près de 12. Et moi-même, je vous parle, est en construction à Tiassalé un nouvel hôpital général. Le premier a été construit en 1932. Le nouveau a commencé il y a 2 ans à Tiassalé. Ça, c'est matériel. C'est fait avec de l'argent public. Et en tant que député, porte-parole des populations, j'ai l'obligation morale de reconnaître que c'est une avancée. Au-delà de ça,
un pays ne vit pas que d'infrastructures. Un pays vit aussi de modèles de construction d'une société nouvelle, d'un type de citoyen qui porte ce développement-là. Parce que vous pouvez construire les ponts un peu partout, mais si vous n'avez pas des citoyens qui sont capables de comprendre les enjeux de ce pont-là, dans 5 ans, ce pont, il tombe en ruine. En matière d'entretien, en matière de politique de transparence qu'on met autour pour ne pas que la corruption détruise les réhabilitations. Et donc, la question qu'on pose, c'est où est la place de l'Ivoirien dans tout ça? Donc, d'un côté, au point de vue infrastructurel, il y a des avancées, mais en termes de gouvernance, il y a de gros problèmes. Nous avons de graves difficultés. La corruption est partout. C'est vrai qu'au niveau des réformes institutionnelles, la Côte d'Ivoire a eu un progrès au niveau de son classement sur l'indice de perception de la corruption par Transparency International, l'indice Mo Ibrahim également. Mais ça, c'est lié au fait qu'on a mis en place la haute autorité de la bonne gouvernance. On a mis en place un pôle pénal financier. On a mis en place une Cour des comptes. Une Cour des comptes. Et donc, tout ça sont les éléments qu'on prend en compte dans la volonté de lutter contre la corruption. Après, il y a le ressenti sur le terrain. Et donc, dans le ressenti, notre pays est foncièrement corrompu. Nous perdons 1400 milliards par an au niveau de la corruption, dans l'administration, sur nos routes, dans nos services publics. À tous les niveaux, nous sommes confrontés à la corruption. Dans les concours publics, la corruption est partout. Et donc, c'est à ce niveau-là que les choses les plus importantes doivent se faire. Pour construire un nouveau type de citoyen qui est capable de comprendre les enjeux et de se battre pour que les ressources publiques soient considérées comme quelque chose de sacré auquel on ne touche pas sans crainte. Si on vous demandait de qualifier le pouvoir en place, vous direz quoi? Je le qualifie sur quel plan? On vient d'échanger, pendant que le RHDP dit que tout va bien, l'opposition... Oui, mais ils ont beau jeu de dire que tout va bien. On ne peut pas être au pouvoir et puis dire que tout va mal. Prenons par exemple l'indice sur la pauvreté. Quand le RHDP est arrivé au pouvoir en 2011, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était de 55%. Taux de pauvreté. Mais en 2011, on avait 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Quand vous appliquez 55% à 23 millions d'habitants, on était autour de 12 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes en 2025. Le RHDP dit on est passé de 55% de pauvres en 2011 à 37% de pauvres en 2025. Mais quand vous appliquez 37% de pauvres en 2025 à 29 millions d'habitants, on est sensiblement autour de 12 millions de pauvres encore. Donc, en valeur absolue, le nombre de pauvres en Côte d'Ivoire n'a pas chuté. On est resté au même niveau. Parce que le taux de croissance de la population est si fort qu'au niveau de la production des richesses, ça ne suit pas. Donc, le nombre de pauvres n'a pas diminué. On retient quoi finalement? On retient qu'il y a un problème de redistribution de richesses. On a l'impression que la gouvernance se fait seulement qu'à Abidjan. Et que le pays se résume à Abidjan. 37% de pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est une moyenne nationale. Mais quand on va dans les régions, il y a des disparités graves. Prenez mon village, Koyekro, le taux de pauvreté, c'est 90%. Les gens n'ont pas 1000 francs par jour pour vivre. Et donc, il y a de gros efforts à faire, mais c'est surtout des efforts de gouvernance. Pour que les ressources publiques soient redistribuées de façon plus équitable et que chaque Ivoirien sente que dans son assiette, quelque chose se passe. En parlant maintenant de transparence électorale, vous l'avez dit récemment dans une interview, le cas de Laurent Gbagbo n'est pas un problème judiciaire. Sa résolution repose d'abord sur la bonne foi des acteurs politiques et des dirigeants actuels, mais aussi sur une approche politique. À ce jour, les lignes n'ont pas bougé. À votre avis, quel est le problème? Oui, mais les lignes ne peuvent pas bouger parce que la politique en Côte d'Ivoire a consisté à régler des comptes en fonction de qui est au pouvoir. Donc, on est dans la même dynamique. C'est le même processus qui a commencé en 1990 qui se poursuit en 2025. La question n'est pas judiciaire, la question est politique. En 2010, en 2005, la question du président Ouattara a été réglée par une décision politique. On a le même cas de figure. Donc, ça ne peut qu'être réglé par une décision politique. Mme Simone Gbagbo a bénéficié d'une amnistie qui a effacé toutes les infractions qu'on lui avait imputées pour lesquelles elle avait été condamnée à 10 ans de prison. Afin-Guessan, d'autres collaborateurs de Gbagbo Laurent ont été condamnés aussi à 20 ans, mais ils ont bénéficié d'une loi d'amnistie. Pourquoi est-ce que cette loi d'amnistie-là, dans le même contexte, pour les mêmes faits, dans le même environnement, ne bénéficie pas au président Gbagbo Laurent? Deux poids, deux mesures. C'est une affaire de politicienne. Et donc, c'est au niveau des acteurs politiques qui peuvent régler ces questions-là. Pas au niveau de la justice où il n'y a aucune procédure qui est en cours concernant le président Gbagbo Laurent.
Donc pour moi, c'est cela. Il faut de la bonne foi. Il faut qu'on comprenne que tous les acteurs doivent sortir du jeu politique, de la scène politique, par la grande porte, en offrant enfin à la Côte d'Ivoire la possibilité de souffler après une élection présidentielle où chacun reconnaît sa défaite ou sa victoire, et puis la vie continue. Au Sénégal, ils ont fait l'élection, le lendemain, ils sont allés au champ, ils sont allés au travail. Au Ghana, à côté de nous, ils ont fait les élections, le lendemain, la vie a continué. Même en Côte d'Ivoire, on n'était même pas même au courant qu'il y avait une élection au Ghana. Pourquoi chez nous ici, un an avant les élections, on commence déjà à avoir peur et qu'on se prépare à trouver des billets d'avion pour que nos familles quittent le pays? Ce n'est pas normal, ça fait 30 ans que ça dure. À quel moment on mettra fin à cela? Voilà les questions que nous posons. Un autre problème aussi qui se présente à nous, c'est la réinscription de Charles Blé Goudé sur la liste électorale, donc qui a été invalidée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, c'est la même dynamique. Blé Goudé et Laurent Gbagbo étaient tous deux poursuivis devant la CPI. Ils ont été acquittés devant la CPI. Voilà, ils n'ont pas bénéficié d'un non-lieu pour insuffisance de preuves. Ils ont été acquittés. Et donc, ils reviennent au pays. Il y a un qui bénéficie d'une grâce présidentielle, Laurent Gbagbo, et puis Blé Goudé, lui, il ne bénéficie de rien du tout. Ses comptes demeurent gelés, il n'a pas de grâce présidentielle, et lui aussi n'est pas sur la liste électorale. Ben, c'est une condamnation judiciaire, mais au-delà, c'est une décision politique qu'il faut prendre pour régler aussi son cas. Voilà, donc c'est la même dynamique que celle de Gbagbo Laurent. En toute franchise, est-ce que vous avez des griefs contre la CEI? Je considère qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à la CEI. Peut-être pas la CEI centrale, parce que moi, mon grief, c'est surtout contre les CEI locales. Les CEI locales sont, j'allais dire, un archipel de fraude. Un archipel composé de militants zélés de partis politiques, notamment du RHDP, qui sont dans les CEI locales, et c'est eux qui forcent tout le jeu démocratique. À la CEI centrale, les choses sont plus équilibrées. Mais c'est les résultats des CEI locales qui vont à la CEI centrale. Et donc, pour moi, d'ailleurs, la réforme que j'ai proposée au niveau du Parlement, c'était surtout les CEI locales qu'on devait réformer. Pour faire en sorte que les partis politiques n'aient pas un rôle à jouer au niveau des CEI locales. Et qu'on prenne des fonctionnaires pour jouer un rôle ponctuel, ad hoc, et après les élections, ils retournent dans le lieu de travail. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, il y a un souci. Sur la liste électorale, j'ai également des griefs. Moi, j'ai des preuves que des personnes qui n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale, ils sont. J'ai tenté de les faire radier, je ne suis pas parvenu, mais ils continuent d'être sur la liste électorale. C'est pratiquement le même cas que ce qu'on oppose au président Thiam. En revanche, lui, il a été radié, pendant que d'autres, ils continuent de figurer sur la liste électorale, alors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être sur cette liste électorale. Donc, à l'instar du PPAC, du FPI, vous demandez aussi la dissolution ou vous parlez plutôt de réforme? Moi, je pense que les partis politiques n'ont rien à faire dans la CEI. La réforme que j'ai proposée, qui est au niveau du Parlement, c'est que les partis politiques ne soient plus dans la CEI. Et que ce soit une institution soit dirigée par des Ivoiriens qui n'ont rien à voir avec les acteurs politiques. Voilà ma façon de voir les choses. Or, les partis politiques, eux, se battent pour qu'il y ait un rééquilibrage des forces à la CEI. Que ceux qui sont supposés représenter le parti au pouvoir soient au même niveau que ceux de l'opposition. Mais dans une affaire où tout le monde est partisan, on ne peut pas avoir une institution indépendante avec des partis politiques qui se battent pour la même chose. Pour nous, il faut que les partis politiques soient totalement exclus de la commission électorale indépendante. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est qu'on mette de la transparence dans le jeu démocratique. Que les choses qui ont été faites depuis 1990, exclues à gauche, intégrées à droite, exclues à droite, intégrées à gauche, qu'on abandonne tout ce processus-là. Et que pour une fois, on offre aux Ivoiriens une élection qui va rester un jeu démocratique, où le vainqueur est reconnu par les vaincus, où les vaincus reconnaissent leur défaite. C'est ça qu'il faut montrer. Alors, le RADP se prévaut de son bilan, se prévaut d'avoir une majorité au niveau de l'Assemblée, se prévaut d'avoir une majorité au niveau des collectivités, et donc, de ce point de vue-là, il peut gagner quel que soit l'adversaire qui est en face d'eux. Mais alors qu'il crée les conditions pour que le jeu soit ouvert et que chacun y aille avec son tempérament et présente aux Ivoiriens le projet dont il est porteur et qu'on laisse les Ivoiriens aller voter. Les 4,5 millions qui ne votent pas depuis 10 ans, c'est parce qu'ils sont convaincus que leur vote n'est pas pris en compte. Ils sont convaincus qu'au final, ce n'est pas ce qu'ils ont décidé dans les urnes qui sera proclamé. C'est ça qu'on nous habitue à aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est tous les acteurs qui doivent faire preuve de maturité et décider qu'enfin, on doit créer les conditions
pour qu'il y ait une élection transparente. Et c'est la CEI, la commission centrale qui organise cette élection-là, qui doit monter patte blanche et rassurer tout le monde. Mais tel que les choses se passent, évidemment, il y a beaucoup de méfiance. Et de toute façon, les Ivoiriens, les acteurs politiques ivoiriens ne peuvent jamais se faire confiance. Il faut un appareil qui puisse rassurer tout le monde. Pour le moment, la CEI ne peut pas jouer ce rôle-là, puisqu'elle-même, elle est déjà soupçonnée d'être partielle. En français facile, qu'est-ce que vous proposez? Que tout le monde soit candidat? Tout le monde peut être candidat. Pour aller à une élection, il y a des conditions. Hein? On dit pour être candidat au présidentiel, il faut avoir au minimum 40 ans. Ça exclut tous ceux qui n'ont pas 40 ans. Parlons des partis qui existent. Pour cette élection de 2025. Il faut laisser le juge constitutionnel décider au regard des pièces qui vont être produites par chaque candidat qui est éligible, qui n'est pas éligible. Il ne faut pas qu'en amont, par des artifices politiciens, on écarte des candidats. C'est ça qui provoque les difficultés. C'est le juge constitutionnel seul qui a vocation à apprécier les candidatures. Donc on laisse le juge constitutionnel recevoir les dossiers et apprécier en toute souveraineté. Voilà ce que je propose. C'est ce qui est fait. C'est pas ce qui est fait. Tous ceux sont écartés. Ce n'est pas devant le juge constitutionnel aujourd'hui. C'est devant les tribunaux. Voilà. Ok, on va continuer dans nos échanges. Voilà. Et rappelez bien sûr que vous êtes l'un des seuls députés à intervenir à voix haute sur la réalité des populations. La question des data, vous en avez parlé il y a quelque temps, récemment le foncier, pour ne citer que cela. Est-ce qu'on doit affirmer aujourd'hui que vous êtes le seul à porter la voix des populations? Je ne peux pas l'affirmer puisque nous sommes 255 députés. Nous sommes tous censés porter la voix des Ivoiriens. C'est une mission qui est constitutionnelle. Notre fonction est définie par la Constitution. Le député est le rempart de la société. Il est le défenseur des valeurs de la République. Il est le défenseur de la voix des peuples. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Il ne représente pas une collectivité, il ne représente pas une circonscription. Il représente l'ensemble des Ivoiriens. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un élu national. Et c'est pour ça que la loi lui met au bénéfice des avantages qui sont parfois quand même assez conséquents. Et donc, de ce point de vue-là, sa mission, c'est de pleurer avec le peuple quand le peuple pleure. C'est de rire avec le peuple quand le peuple rit. C'est de veiller à ce que les décisions de l'exécutif n'impactent pas négativement la vie de ceux qui les représentent. C'est ça le rôle d'un député. Et donc, moi, je considère qu'on est en trahison de la fonction lorsque un fait d'injustice est causé et que les députés se taisent. Parce qu'ils sont dans les groupes parlementaires, ils appartiennent à des partis politiques. Donc, ils obéissent à des instructions, alors que dans sa fonction, le député n'obéit qu'à la loi. Il n'obéit qu'au peuple qui l'a représenté, qui l'a envoyé en mission. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de jouer mon rôle, sans que je jette l'anathème sur mes collègues. J'estime que je suis dans ma mission et que les autres aussi peuvent faire autant que ce que je fais. Mais moi, j'ai pris la décision de me battre pour que les Ivoiriens sachent à quoi c'est un député et que l'année prochaine, ils ne votent pas sans savoir ce que c'est qu'un député. C'est vraiment quelque chose de pédagogique que je suis en train de faire, que les gens sachent qu'ils doivent voter les députés capables de porter leur voix et non pour aller défendre l'intérêt d'un individu au Parlement. Vous parlez avec beaucoup d'humilité des actions que vous posez, mais le constat, c'est que vous êtes véritablement le seul à en parler. Ah oui, mais bien sûr. Je dis que moi, je porte ma charge. Vous voyez, quand on va pour les plénières, parfois à la rentrée solennelle, nous portons une écharpe qui porte les couleurs de notre République. L'orange, le blanc et le vert, que nous mettons sur notre épaule, à partir de laquelle nous faisons des photos de famille, par exemple, à la fin de la saison. Mais cette écharpe-là que nous mettons sur nous, met sur nos épaules des responsabilités qui sont énormes. Celle de nous battre pour les Ivoiriens. Celle de ne pas les abandonner devant des situations qui sont injustes. On parlait de la data. Moi, je suis député. Je touche pratiquement plus de 3 millions par mois. Si on dit qu'un giga de connexion Internet coûte 10 000 francs, en tant que député, je peux l'acheter. Puisque je gagne 3 millions. Mais les 3 millions que je gagne là, qui donne cet argent? C'est les populations qui cotisent ça. Donc, c'est elle qui m'a envoyé en mission avec le bulletin de vote. Mais si je ne suis pas capable de défendre celui qui touche seulement 500 francs par mois, mais qui a fait de moi le député que je suis, qui touche 3 millions, ça veut dire que je n'ai rien compris à la politique, en fait. Et donc, il faut faire de l'éducation. Il faut faire en sorte que les citoyens eux-mêmes comprennent qu'ils ont la responsabilité de contrôler leurs dirigeants. On ne peut pas disparaître quand on a été élu pendant 5 ans et réapparaître à 3 semaines des élections avec des conteneurs de paille, de motos pour venir distraire les gens pour pouvoir se faire élire encore. Il faut qu'on éduque nos populations. Aujourd'hui, nos dirigeants arrivent à nous étouffer, à brimer nos libertés, à piller notre pays,
sans qu'il y ait des sanctions, parce que le peuple lui-même acclame la médiocrité. Donc, il faut qu'on éduque les gens à comprendre que le pouvoir leur appartient en réalité. Et que nous, les dirigeants, nous ne sommes que des représentants qui avons une mission qui est limitée. C'est un CDD, c'est des contrats à durée déterminée que le peuple nous confie. Si on continue, on travaille bien, on peut nous prolonger ce contrat-là. Mais on ne peut pas nous prolonger ce contrat ad vitam aeternam alors que nous ne faisons pas la mission pour laquelle on nous a mis à cette fonction-là. Donc, pour moi, j'estime que c'est mon rôle de jouer, de défendre les Ivoiriens. Aujourd'hui, ceux que je défends dans le foncier, majoritairement sont les militants du RADP. Voilà. Sur les 28 plaignants contre l'individu que nous poursuivons, ils sont majoritairement du RADP. Mais le RADP a plus de 160 députés. Pourquoi aucun ne porte la voix de ces militants-là? Mais moi, j'estime que je suis député et que je ne suis pas député de ADCI, je suis député de tous les Ivoiriens. Et vous ne vous sentez pas seul, isolé, solitaire? Non, je ne me sens pas isolé ni dans la solitude. Est-ce qu'il y a des députés qui vous soutiennent sans s'afficher forcément? Non, mais s'ils me soutiennent sans s'afficher, ce n'est pas un soutien. Voilà, donc c'est celui qui me soutient dans l'obscurité, ce n'est pas un soutien. C'est comme si on en a une corde au pendu pour dire qu'on se soutient avec ça. Et donc, je considère que ce n'est pas des soutiens. Ceux qui sont courageux, ils soutiennent ouvertement. Donc, je n'ai pas de soutien. Moi, le soutien que j'ai, c'est le soutien des Ivoiriens. C'est le soutien de ceux qui m'ont envoyé au Parlement. D'ailleurs, qui m'ont renouvelé leur confiance il y a 1 an au municipal que j'ai gagné, qui ont été annulés. On a repris, j'ai gagné encore. Ça veut dire que le peuple qui m'a mis en mission a confiance en moi et salue ceux qui doivent rendre un compte. Vous ne vous sentez pas seul? Non, pas du tout. Alors, vous avez aussi dénoncé les ministres-gouverneurs comme inutiles en affirmant, je cite encore, « Les ministres-gouverneurs n'apportent rien à la Côte d'Ivoire ». À votre avis, comment mieux décentraliser le pouvoir? D'abord, il faut supprimer les ministres-gouverneurs. Ce serait déjà un message fort. Parce que, fondamentalement, je l'ai dit, et ce n'est pas très dur ce que j'ai dit, ils ne servent strictement à rien. Leur mission, c'est de superviser les réalisations de l'État dans les régions. Mais pour faire cette mission-là, il y a les préfets. Ce qui n'est pas rien. Hein? C'est leur mission. Ensuite, dans chaque département, dans chaque région, dans tous les départements, il y a les représentants de l'État qu'on appelle les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, qui sont là pour rendre compte à l'État. Les ministres-gouverneurs, ils font du fonctionnement. Ils ne font pas d'investissement. Mais on leur verse autour de 12 milliards par an pour ça. Quel est l'impact de leur travail sur la vie des Ivoiriens? C'est quoi leur impact? Si on demande à un Ivoirien de dire à quoi sert un ministre-gouverneur, il n'est pas capable de vous dire ça. Mais parce que justement, il ne sert à rien. Et donc, c'est des postes de récompense politique pour partager le butin, eh bien le gâteau national, pour que ces gens-là ne se rebellent pas contre le pouvoir. Et donc, nous considérons que c'est des choses qu'il faut supprimer. La décentralisation est un outil extraordinaire de développement. Si vous voulez avoir un pays qui se développe de façon harmonieuse, il faut décentraliser. Il faut que les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains d'une seule personne ou d'une seule entité. Ce n'est pas possible que pour construire une école primaire dans une commune, on attende un gouvernement. Depuis 2003, la loi dit que les écoles primaires doivent être construites par les maires. Les écoles maternelles, les centres de formation féminine doivent être construits par les maires. Mais l'argent pour faire ce travail est gardé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc les maires qui ont la compétence pour le faire n'ont pas l'argent pour travailler. Et on va venir construire une école dans votre commune en disant que c'est un don. Ce n'est pas acceptable. Il n'appartient pas au gouvernement d'aller faire du bitume dans une commune, ce n'est pas son rôle. Le gouvernement a pour vocation de faire du bitume pour traverser la ville, la voie nationale. Mais les voies intérieures aux communes, ce n'est pas le rôle du gouvernement d'aller faire du bitume là-bas. L'argent pour le faire doit être entre les mains du maire pour faire le bitume sur les voies intercommunales. Mais non, pour avoir du bitume, il faut attendre le gouvernement. De sorte qu'il y a des communes qui, depuis 30 ans, n'ont pas eu un seul kilomètre de bitume. Mais ce n'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas avoir du développement harmonieux qui touche tout le pays si vous ne décentralisez pas. ADCI, c'est un pilier essentiel, la décentralisation. Nous considérons que la Côte d'Ivoire va connaître un vrai développement quand on pourra demander à un maire de construire un collège, au président du conseil régional de construire les collèges sans attendre
le ministre de l'Éducation nationale. Quand on pourrait demander à un maire de faire du bitume sans attendre le ministre de l'Équipement. On pourrait demander à un maire de faire un château d'eau sans attendre le ministre de l'Hydraulique. Tout ça, c'est ça qui fait que nous sommes en retard dans le développement et que tout est concentré à Abidjan. Proposition concrète. Décentraliser. Sur papier, c'est transféré. Il faut maintenant qu'on accompagne ce transfert des ressources pour exécuter la mission. Qu'on libère le pouvoir. On dit que c'est les maires qui doivent construire les écoles. Et bien que le ministre de l'Éducation remette aux maires l'argent pour faire les écoles, c'est tout. Et puis ça va changer. Vous voyez qu'on est au 21e siècle, il y a des départements dans lesquels les enfants sont assis sous des pailles. Alors qu'il y a un président du conseil régional qui est là. Mais les enfants sont assis à même le sol, il n'y a même pas de bancs. Mais parce que pour construire une école dans cette zone-là, il faut que la décision vienne d'Abidjan. Alors que celui qui a été élu pour faire ce travail, qui est dans la proximité, n'a pas les moyens. Donc il faut décentraliser. Et donc donner les moyens aux élus de faire leur mission, quitte à les contrôler après. Quitte à les contrôler après. On va parler aussi de transhumance politique. On le constate, on part d'un parti à un autre sans crier gare. Quel est votre regard? C'est tout ça qui abîme la confiance du peuple dans le jeu politique. La transhumance politique. La transhumance des électeurs est interdite par la loi. Si vous quittez Yopougon, Bekoko dit pour aller voter à Yopougon qu'on vous prend, vous risquez jusqu'à 1 an de prison. 500 000 francs d'amende. Mais le député qui, lui, est indépendant, élu sous une bannière indépendante, qui bifurque pour aller au RADP ou bien pour aller au PDCI, lui n'a pas de sanctions. C'est quoi le modèle qu'on donne aux populations? Donc nous considérons que la transhumance doit être interdite. D'ailleurs, j'ai proposé une loi qui interdit cela. Si elle est adoptée, quelqu'un qui est élu indépendant va rester indépendant jusqu'à la fin de son mandat. S'il veut aller monnayer son élection, eh bien la loi dira que tu déposes ton mandat, on va reprendre les élections. Si le peuple, en connaissant de cause de ce que tu veux aller dans une partie, te reconduit encore en ce moment-là, tu pourrais partir. Autrement, tu laisses le mandat et tu t'en vas sans le mandat. On va voir s'ils vont partir au RADP sans le mandat. Donc, pour nous, il faut réformer tout ça et permettre que les citoyens aient confiance dans les acteurs, que la parole publique ait du sens, ait de la valeur, parce que tout est complètement démagnétisé. Nos acteurs politiques ont abîmé le jeu politique par leur compromission, par leurs alliances opportunistes, par leur bifurcation. Ils parlent ici, ils s'en vont répondre de l'autre côté. Tout ça a fait que les Ivoiriens n'ont plus confiance dans le jeu politique. Et tout ça qui fait que nos démocraties est si faible et qu'à chaque élection, on va à la guerre. Alors, vous avez aussi porté plainte contre Komé Bakary pour faux et usage de faux dans l'affaire des ACD, dénonçant des fraudes de 272 dossiers fonciers. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec la procédure? Écoutez, moi, j'ai porté plainte. D'abord, en tant qu'officier de police judiciaire, je suis maire. Et en tant que maire, je suis officier de police judiciaire. L'article 31 du Code de procédure pénale me fait obligation de dénoncer au procureur toute infraction dont j'aurai connaissance, et cela sans délai, en apportant les preuves. Donc, en tant qu'officier de police judiciaire, j'ai dénoncé au procureur que tel individu est né dans 2 lieux différents à 2 dates différentes. Matériellement, c'est impossible. Et par conséquent, j'estime qu'il faut qu'on fasse une enquête pour découvrir entre ces 2 lieux de naissance lequel est le vrai. Première chose. Deuxième chose, en tant qu'officier de police judiciaire, j'ai découvert qu'un individu a utilisé un document portant procuration spéciale pour agir devant le ministère de la Construction, pour agir devant la justice ivoirienne, pour avoir des décisions à partir desquelles il est allé détruire des maisons qui appartiennent à des Ivoiriens. Ce document-là était censé être vrai, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il est faux. Et donc, l'ayant découvert, j'ai saisi l'autorité pour que l'individu réponde de cela. Au-delà, en tant que député, je suis défenseur des valeurs de la République. L'une des valeurs de la République, ce sont les sceaux de la République. Le tampon du maire que je suis, c'est caché là, c'est des valeurs de la République. Quand je mets ce cachet sur un document, il prend vocation, un document officiel. Et ce cachet-là, il est protégé par un individu qu'on appelle le garde des sceaux, qui est le ministre de la Justice. Et donc, quand je découvre qu'un individu a utilisé les sceaux de la République pour induire l'administration en erreur, pour bénéficier des droits, eh bien, j'ai l'obligation, en tant que député, de porter plainte. Et donc, j'ai porté plainte auprès du parquet. Le parquet a fait un soir transmis de ma plainte au commissariat du 40e arrondissement de Cocody. Donc, j'attends que le commissaire, sur instruction du parquet, m'interroge pour que j'aille produire les preuves de ce que j'ai dénoncé et qu'on interroge celui que je poursuis pour que lui aussi apporte les preuves contraires
Et donc, j'attends comme c'est à cela qu'on est. Au-delà de la plainte contre Komé Bakary, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de chercher à réformer carrément en profondeur? Quand j'aurai le pouvoir d'État en main, je vais réformer le système judiciaire. D'ailleurs, c'est un projet essentiel qui me tient à cœur. Il y a toute une réforme en profondeur à faire pour le système judiciaire ivoirien, pour que ce soit une justice qui soit au service du peuple de Côte d'Ivoire. Et non une justice qui soit, comme depuis 30 ans, au service d'un clan qui est au pouvoir. Il y a une vraie réforme à faire là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez déposé des projets de loi sur le foncier ou sur la gouvernance? Des propositions de loi sur d'abord la réforme constitutionnelle, pour faire en sorte qu'à des moments précis, il y ait de nouveaux cycles en Côte d'Ivoire. Cette proposition de loi-là, d'ailleurs, vient d'être rejetée par le Parlement, par le bureau du Parlement, au motif que si on la met en œuvre, ça va coûter de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Bon, je vais répondre au président du Parlement qui m'a fait un courrier, je vais lui répondre, mais pour le moment, je ne vais pas plus loin que ça. Mais j'ai posé une proposition de loi sur le code électoral pour réformer la CEI, une proposition de loi sur les conservations de corps en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'à la morgue, il y a une TVA sur les corps, une taxe sur la valeur ajoutée sur les corps en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible qu'on mette une TVA sur les corps, ce n'est pas une valeur qu'on va ajouter. Et donc, j'estime qu'on doit retirer la TVA qui est pleine en plus, 18% de TVA sur les corps qu'on conserve à la morgue. Et donc, il y a plusieurs réformes. Je suis à la 6e réforme que je propose au Parlement pour demain. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'on a créé ADCI pour que demain, nous allions à la conquête du pouvoir et que le pouvoir est en main, nous puissions faire des réformes en profondeur. Nous allons tout réinventer en fait. En Côte d'Ivoire, tout est réinventé. Au niveau de la gouvernance, au niveau de la façon de faire la politique, au niveau même des citoyens que nous voulons pour la société que nous voulons construire. Nous allons redéfinir l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous appelons réinventer l'esprit de l'éducation en Côte d'Ivoire. Notre système éducatif est de très mauvaise qualité. Il forme des citoyens au rabais. Il ne porte pas un projet sociétal. C'est-à-dire qu'on n'a pas confié une mission claire à notre système éducatif. On forme les Ivoiriens pourquoi? C'est pour construire quelle société? C'est pour construire quel développement? Quand on a des enfants qui sont en classe de 6e, dont 60% ne savent même pas lire et écrire. Quel est le modèle qu'on veut construire ça? Vous savez, c'est un savant chinois qui a dit que si vous voulez détruire une société, parfois, on n'a même pas besoin de bombes. Il suffit d'abaisser le niveau de l'éducation et de permettre aux gens de tricher. Dans 30 ans, ce pays se détruit seul. Parce que les cancres arrivent à tous les niveaux de décision et ils abaissent le pays. Et donc, nous pensons qu'un moment arrive où il faut reconstruire tout ça pour que nous donnions une vraie mission à notre éducation et que nos enfants soient formés aux vraies valeurs pour que demain, ils portent le projet de faire de la Côte d'Ivoire l'un des plus grands pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce que je dis, je l'ai vécu. Ce que je dis, j'y ai enquêté. Quand je parle de l'administration ivoirienne qui est corrompue, j'ai au moins 400 dossiers documentés de fraude, de vol, de détournement de l'administration. Je connais profondément la conscience de cette administration-là. Elle est profondément corrompue. Et en fonction de ce mal devant lequel nous sommes, à ADCI, c'est un des piliers, on a dit, nous déclarons la corruption comme ennemi public numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Un ennemi public numéro 1, qu'est-ce qu'on lui fait? On le traite à la hauteur de sa dangerosité. Et donc, ce que nous voulons faire comme réforme, c'est des choses sur lesquelles nous avons déjà travaillé, sur lesquelles nous avons enquêté, et le jour où on aura les manettes de l'État en main, on agira dessus. Quand prenez par exemple les mairies, les COGES, Comité de gestion des écoles primaires publiques, tout ça. Pendant 25 ans, ces COGES ont fonctionné en dehors des lois. Les parents de Côte d'Ivoire ont été rackettés par ces COGES avec le soutien du ministère de l'Éducation. Mais il a fallu qu'en tant que maire, j'ai la possibilité de réformer les COGES de ma commune pour que cette réforme-là soit mise au plan national. C'est pas que je suis devenu maire qu'aujourd'hui les Ivoiriens ne payent plus les cotisations à l'école. Sinon, pendant 25 ans, les gens ont payé. Mais il a fallu qu'un maire fasse la réforme dans sa commune pour que l'État de Côte d'Ivoire voit la pertinence et qu'il étende cette réforme-là à tout le pays. Donc, c'est quand on a la manette en main, en fonction de l'expérimentation qu'on a vécue, de notre éducation, on peut faire les vraies réformes pour changer un pays. Et comment se porte votre commune? La communauté salée se porte bien. La preuve, le gouvernement de Côte d'Ivoire en 2022 m'a désigné 3e meilleur maire de Côte d'Ivoire sur 201 maires. En 2023, m'a désigné 2e meilleur maire de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai reçu 2 prix nationaux d'excellence. C'est matériel. Ça prouve que le travail que j'abats là-bas est reconnu par le gouvernement de Côte d'Ivoire comme étant un travail qui a fait progresser la communauté salée. Alors, matériellement, même au point de vue économique, quand je prenais cette mairie-là, elle avait une dette de 834 millions pour un budget de 492 millions. Aujourd'hui, la dette est à 30 millions. Le budget est à 1,2 milliard. Vous voyez bien que c'est matériel, ça. La jeunesse, les femmes. Écoutez, les enfants n'ont jamais été aussi heureux que depuis que je suis maire à Tiasalé. Non seulement j'ai créé une dynamique pour laquelle ils comprennent aujourd'hui qu'ils doivent porter des valeurs et qu'ils doivent se
ils doivent ressembler à des modèles, qui est leur équipe municipale. Mais au niveau même de l'éducation, avec les réformes que j'ai faites aujourd'hui, vous savez que dans ma commune, c'est la seule commune de Côte d'Ivoire où les enfants ne payent pas les droits d'examen. C'est la seule commune de Côte d'Ivoire où les visites médicales, mais la mairie prend tout en charge. C'est ce qu'on appelle la redistribution des richesses. Les réformes que j'ai faites, quand je prenais la mairie, on était à 24 millions de taxes municipales payées par la population. Les réformes que j'ai faites ont fait que nous sommes passés à 75 millions. Donc on a multiplié pratiquement par 4 les ressources propres de la commune. Et donc, je les ai redistribuées intégralement à la population. Donc, la pauvre dame qui est au marché maintenant, qui paye 500 francs par jour, elle sait que c'est grâce à ces 500 francs-là que désormais son enfant ne paye plus les droits de visite médicale, que son enfant ne paye plus les droits d'examen, il ne paye plus les cotisations à l'école, et il ne paye plus les photos, les cartes d'identité, tout ça, que maintenant, dans les classes, les maîtres utilisent des marqueurs et non la craie. Ça a un impact sur la vie des gens, c'est direct. Vous voyez, au niveau de la jeunesse, je suis en train de faire construire pour toute la région et dans ma commune le premier centre de formation technique au métier d'ingénierie, au métier d'agronomie, au métier de l'électricité. Je suis en train de construire ça. C'est le meilleur héritage que je peux laisser à cette jeunesse-là. La former, lui donner un diplôme technique qui puisse lui permettre d'aller monnayer sa technicité dans une entreprise. Ça, c'est le meilleur héritage. Et non pas distribuer 100 000 francs, 1 million à des gens qui n'ont aucune formation en gestion de budget. Voilà comment moi, je fonctionne. Et donc, je considère que l'élu que je suis dans sa mission d'aider sa population à améliorer sa vie et même son cadre de vie. Et la place la femme, elles occupent une place importante. Récemment, à la dernière cérémonie de la Journée internationale des droits de la femme, j'ai lancé le projet au niveau des femmes. On a mis en place une dynamique, c'est ce qu'on appelle les associations villageoises d'épargne et de crédit qui ont un vrai dynamisme dans ma commune. Aujourd'hui, j'ai mis en place un financement d'environ 50 millions qui permet de rembourser tous les prêts que nos femmes prennent auprès des banques. Donc, elles ne font que rembourser le capital, mais les intérêts, c'est la mairie qui supporte. Et comme elles sont regroupées en coopérative, les intérêts en question qu'elles ne remboursent pas restent dans les caisses et leur permettent d'avancer. En 6 mois, ces femmes-là, au premier trimestre 2025, ces femmes-là ont cotisé 150 millions. L'objectif, avant la fin de mon mandat, c'est qu'elles arrivent à 500 millions. Si elles ont 500 millions dans les caisses, toutes les banques vont leur courir après. Donc, voilà comment on lutte contre la pauvreté. C'est des choses concrètes. Mais ça demande de la vision et du courage aussi. Votre franc-parler vous vaut beaucoup d'ennemis. Comment vous réagissez face aux menaces? Devant ces choses, il y a deux choses que je dis toujours. Il y a deux choses sur cette terre qui effraient les gens. La mort et la prison. La prison, ce sont les hommes qui en décident. On vous met en prison pour telle ou telle raison. J'ai déjà fait l'expérience de la prison. La MACA ne m'effraie pas. Aucune prison de Côte d'Ivoire ne m'effraie. Donc, parfois même les gens comme nous, ils sont plus heureux en prison qu'en liberté. Parce que tout ce qui se passe, il faut parfois être quelqu'un d'un peu fou pour accepter de se battre. Tous les éléments sont là pour nous décourager. Et donc, la prison ne m'effraie pas. Après, c'est la mort. La mort n'arrive à l'homme que ce que Dieu a décidé. Et je considère que tant que vous faites un combat dans la justice, et que ce combat n'est pas fait pour nuire aux gens. J'ai écrit pendant 14 ans sur la corruption en Côte d'Ivoire. J'ai fait tomber des directeurs de sûreté. J'ai fait que mes écrits envoient des gens en prison. Mais ces gens-là, même parfois, quand ils sortent de prison, quand ils me rencontrent, ils sont fiers. Parce qu'ils savent que j'ai écrit non pas pour leur nuire, mais pour défendre un intérêt public. Et donc, j'estime que tant que je vais rester dans cette dynamique de vérité-là, tous ceux qui s'agitent autour seront faits par rapport à moi. Et donc, j'ai des menaces, c'est vrai. C'est au quotidien. Mais je considère qu'on doit continuer à se battre pour les Ivoiriens. Vous avez parlé de 4,5 millions de personnes qui ne votent plus. Quel est le message que vous voulez leur adresser? Je pense que beaucoup déjà ont commencé à reprendre confiance depuis qu'on s'est engagé à créer ADCI. Nous pensons que beaucoup d'Ivoiriens qui avaient perdu totalement confiance commencent à reprendre confiance dans le jeu. Assurer que nous sommes en train de partir vers la fin et qu'une nouvelle dynamique se met en place avec de nouveaux visages qui vont faire la politique autrement. Et je pense que dans les années qui viennent, les Ivoiriens vont se mobiliser pour aller porter la voix de leurs dirigeants et pour aller désigner des gens pour les servir. Et donc, je pense que ma présence et mon équipe et moi, dans le jeu politique, commencent à redonner un nouveau souffle
aux Jeux politiques en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un combat qui commence. On a encore au moins 25 ans devant nous pour le mettre en place et pour avoir des résultats concrets. Ces Ivoiriens dont vous parlez, ce sont des jeunes, ce sont des adultes? Ils sont de tous les âges. Ils sont de tous les âges. Ce sont des femmes, ce sont des jeunes, ce sont des adultes. Ils sont de tous les âges, même dans ma commune. Vous savez, quand en 2013, le maire qui était là, en 2013, a été élu avec 1000 voix sur 9000 votants. Vous voyez. Et à Tias-Salé, les gens n'atteignaient jamais 2000 voix pour faire une élection, même aux législatives. Mais depuis que je me suis engagé à Tias-Salé dans la politique, à faire la politique comme je l'ai fait, au dernier municipal, on est allé jusqu'à 46% de participation. Aux législatives, j'ai gagné avec 6000 voix. Donc 4000 voix de différence entre moi et mon poursuivant direct. C'est la première fois qu'un élu à Tias-Salé avait atteint autant de voix. Ça veut dire qu'il y a une confiance qui est reconstruite parce que la mission qu'on nous a confiée, nous la faisons honnêtement et ça pousse les gens à aller voter. C'est comme ça qu'au plan national, on va recréer cette confiance-là avec des acteurs qui vont jouer le rôle que le peuple leur a confié. Honorable Assalé Tiemoko, est-ce que vous avez un message à adresser à la Côte d'Ivoire? J'ai un message à adresser à la Côte d'Ivoire. C'est de dire aux Ivoiriens que, comme le dirait Denis Diderot, la nature elle-même a fixé des limites au malheur des peuples. Donc, quoi qu'on fasse, une période arrive où tout s'arrête, où une autre période commence. Et je considère que cette période-là est arrivée en 2025. Et donc, j'invite les Ivoiriens à reprendre confiance dans le jeu politique, dans la démocratie. C'est vrai que la démocratie, c'est la voie de la majorité, mais c'est aussi le respect de la minorité. C'est parce que nous, on n'a aucun respect pour la minorité qu'on est dans les difficultés. Et donc, il ne peut pas y avoir de démocratie sans une société de valeurs. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans des citoyens de valeurs. Une société ne vaut que par la qualité des citoyens qui l'animent. En 2016, j'ai perdu les élections à Tias-Salé parce que dans un village où il y avait près de 400 voix possibles, je n'ai eu que 8 voix. Et les 8 voix que j'ai eues correspondaient aux 8 t-shirts que j'avais donnés aux gens. Ceux qui ont donné plus de t-shirts ont eu 200 voix. Ils m'ont battu parce qu'ils ont donné plus de t-shirts. Ça a été un choc pour moi de découvrir que mon peuple vote sur ces éléments-là. C'est juste pour ironiser. C'est une réalité. C'est matériel. Je n'ai eu que 8 voix parce que j'ai donné 8 t-shirts dans le village. Mon adversaire direct a eu 163 voix. Il avait donné plus de 500 t-shirts. Si j'avais donné 50 t-shirts, j'aurais gagné les élections parce que j'ai perdu de 16 voix, cette élection-là. 16 voix seulement. Et c'est ce qui a fait que depuis, je n'ai pas quitté le terrain et que j'ai déménagé d'Abidjan pour m'installer à Tias-Salé pour participer à construire de nouveaux citoyens dans cette commune-là. Aujourd'hui, ils votent plus sur les t-shirts, ils votent plus sur les tricycles ou bien les motos. Non. Maintenant, ils votent sur des valeurs démocratiques. Et c'est pour ça que je suis toujours maire de cette commune-là. Et donc, le message que je vais envoyer aux Ivoiriens, c'est de reprendre confiance. Parce qu'ils sont beaucoup les Ivoiriens qui portent des valeurs, mais qui ne trouvent pas le catalyseur pour se lever, pour se mener des combats. Je pense que nous sommes en train de porter ce message-là et les Ivoiriens vont se retrouver dans ce combat. Et donc, la Côte d'Ivoire n'est pas à désespérer. Notre classe politique actuelle est le fruit de son histoire, mais elle va passer et une nouvelle dynamique politique va arriver. Et c'est là que les Ivoiriens vont reprendre confiance dans leurs institutions parce que cette fois-ci, on fait la politique pour les Ivoiriens et non pour les conduire à la mort. Voilà le message que je voulais passer. Honorable Assalé Tiemoko, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité à votre émission. Chers téléspectateurs et chers internautes, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Politique, l'essentiel de la politique ivoirienne.